L'huissier du tribunal s'est moqué brutalement d'un adolescent noir en détention, jusqu'à ce que l'ordre de transfert de l'adolescent arrive, et l'huissier a aussitôt fait un salut. La raison étonnante de ce respect vous choquera. La salle d'audience sentait vaguement le vieux papier et le bois ciré, mais pour Marcus Cole, 17 ans, l'odeur aurait tout aussi bien pu être celle de la poudre à canon. Chaque respiration était lourde, chaque son s'aiguisait contre sa peau. Il avançait en traînant les pieds, le cliquetis des chaînes autour de ses poignets et de ses chevilles résonnant sur les murs de marbre tel un battement de tambour cruel. Chaque pas vers le banc des accusés lui semblait une marche plus profonde vers l'humiliation. Il n'avait jamais imaginé que sa première fois dans une salle d'audience ressemblerait à cela. Enchaîné, étiqueté et déjà jugé avant même qu'il ait pu prononcer un mot. C'était censé être un lieu d'équité et de raison, mais rien dans cet endroit ne lui semblait juste. On aurait dit une scène, et il était la vedette malgré lui d'un spectacle destiné à le briser. Carter, l'huissier posté près de l'allée centrale, regardait Marcus s'approcher avec un sourire nonchalant illuminant son visage pâle et barbu. Carter était un homme imposant, au cou épais, aux lourdes bottes qui frappaient le sol avec un bruit de coups de feu. Il se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui croyait que la loi pliait sous ses pieds. Au passage de Marcus, Carter se pencha, sa voix s'éleva comme un grognement sourd destiné à être entendu de tous. Il murmura que le garçon aurait dû rester dans le ghetto, où il avait sa place. Les mots tombèrent comme une gifle, et la galerie, un mélange de badauds blasés et de personnes venues simplement pour assister au spectacle, vibra de rires étouffés. Marcus gardait les yeux fixés au sol, mais il sentait la chaleur de leur regard s'enfoncer dans sa chair. À leurs yeux, il n'était pas Marcus Cole, le gamin qui aidait ses voisins à porter les courses et passait les week-ends à réparer des vélos avec son oncle. Il n'était qu'une statistique de plus enchaînée. Le juge, un homme d'un certain âge, le visage profondément ridé et les yeux qui avaient trop vu et trop peu prêté attention, ne leva même pas les yeux. Le procureur triait les papiers, indifférent et détaché, déjà certain de l'histoire qu'on racontait sur Marcus avant même le début de l'audience. Personne n'objecta. Personne ne corrigea Carter. Les paroles de l'huissier flottaient dans l'air comme une tache qui refusait de s'effacer. Marcus déglutit difficilement, la bouche sèche comme de la poussière. Il voulait parler, crier qu'il n'était pas coupable, que tout cela était une erreur, mais sa voix semblait prisonnière du poids d'un système qui avait décidé qu'il était avant même qu'il ne franchisse la porte. Carter revint vers lui, toujours avec un sourire narquois. Tirant brutalement sur la chaîne entre les poignets de Marcus, le tira en avant avec une force inutile. Les chaînes mordaient la peau de Marcus, froide et inflexible. Carter l'appela « prisonnier » au lieu de son nom, répétant le mot avec un ricanement qui signifiait clairement qu'il ne s'agissait pas seulement d'un titre, mais d'un destin que Carter lui avait déjà assigné. Il taquina la posture de Marcus, railla son affaissement et fit un geste vers son sweat à capuche délavé et ses baskets usées comme s'ils étaient la preuve de sa culpabilité. Pour Carter, Marcus n'était pas un accusé présumé innocent. C'était un futur détenu, et il voulait que le garçon et tous ceux qui le regardaient le sachent. Au fond de la salle, la mère de Marcus était assise en silence sur l'un des bancs en bois poli. Elle serrait son sac à main à deux mains comme si c'était la seule chose qui la retenait de s'effondrer. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues tandis qu'elle regardait son fils encaisser insulte après insulte. Elle avait tant lutté pour sa sécurité, faisant des doubles gardes pour payer les fournitures scolaires et le loyer, lui disant toujours de faire profil bas, d'éviter les ennuis. Et maintenant, il était là, enchaîné comme un criminel pour une infraction d'intrusion dont même la police avait admis qu'elle n'avait causé aucun dégât et n'impliquait aucun vol, une infraction qu'il jurait ne pas avoir commise. Ses épaules tremblaient de sanglots silencieux, mais elle ne détourna pas le regard. Elle ne pouvait pas. Marcus serra les mâchoires, ses muscles tremblant sous l'effort pour contenir la colère qui bouillonnait en lui. Chaque insulte, chaque regard moqueur, chaque sourire méprisant s'enfonçait plus profondément dans sa poitrine, entaillant quelque chose de brut et de sacré. Il avait déjà entendu des mots comme ceux de Carter dans la rue, dans les couloirs, de la bouche d'inconnus qui traversaient en le voyant arriver. Mais ici, dans ce lieu censé représenter la justice, ces mots avaient plus de poids. Ce n'étaient plus de simples insultes. C'étaient des condamnations, des jugements. Et ils venaient d'hommes portant un signe et robe, des hommes qui pouvaient décider de son avenir d'un trait de plume. La salle d'audience elle-même semblait se moquer de lui. Les hauts plafonds voûtés et les bancs en chêne poli étaient censés refléter dignité et équité, mais il semblait froid et distant,
comme s'ils appartenaient à un monde étranger. La lumière du soleil filtrait à travers de hautes fenêtres, traçant des lignes nettes et lumineuses sur le sol, mais aucune de ces lumières ne semblait l'atteindre. Il se sentait petit sous la voûte, encore plus petit sous le poids de tous les regards qui le regardaient comme un spectacle. Carter le dépassa de nouveau, riant ouvertement cette fois avec un adjoint en uniforme près de la porte, jetant un coup d'œil à Marcus comme pour le mettre au défi de réagir. Marcus ne le fit pas. Il ne pouvait pas se le permettre. Au fond de lui, sous l'humiliation et la honte, quelque chose se durcit. Marcus avait passé toute sa vie à être sous-estimé, ignoré, mis au rebut avant même que quiconque ne se donne la peine de le connaître. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas un malentendu au coin d'une rue ou une remarque grossière d'un inconnu. C'était son nom, sa liberté, sa dignité traînée sur le sol, enchaînée. Alors que Carter le dépassait à nouveau en se pavanant, Marcus leva les yeux pour la première fois et croisa le regard de l'huissier. Ce ne fut qu'une seconde, un regard calme et posé, mais il y avait derrière lui quelque chose que Carter n'avait pas anticipé. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas une défaite. C'était une promesse. L'audience de ce jour-là se transforma en un brouillard de jargon juridique et de requêtes procédurales, mais Marcus n'en entendit presque rien. Il resta figé et silencieux, les yeux fixés sur le banc du juge, s'efforçant de respirer calmement tandis que la présence de Carter planait derrière lui comme une ombre. Le procureur s'étendait sur les preuves, qui n'étaient guère plus que le témoignage d'un homme qui avait changé sa version à 2 reprises. L'avocat commis d'office de Marcus parla à peine, feuilletant le dossier sans croiser le regard de son client. C'était comme si l'issue était déjà écrite et que chacun jouait son rôle. Mais Marcus ne jouait plus. Il ne savait ni comment, ni quand, mais quelque chose en lui décidait que cet instant ne le définirait pas. Il ne serait pas le garçon qu'ils exhibaient enchaîné pour le plaisir d'un huissier ricanant. Il ne serait pas un autre nom englouti par le système. Quelque part sous l'humiliation et la douleur, une étincelle naquit, une détermination si féroce qu'elle le terrifia presque. Elle murmurait que le rire de Carter ne serait pas le dernier son à résonner dans cette salle d'audience. Que cette histoire était loin d'être terminée. Alors que le juge ajournait pour la journée et que Carter relevait Marcus d'un coup d'œil, le traînant vers la cellule de détention avec la même force dédaigneuse dont il avait fait preuve toute la matinée, Marcus jeta un dernier regard au banc, au marteau, au drapeau, au visage détourné de lui. Il sentait le poids de leur jugement peser sur lui, mais pour la première fois, il ne s'y rétracta pas. Il le portait avec lui, lourd mais ferme, comme quelque chose dont il pouvait se servir. Le rire de Carter le suivit dans le couloir, cruel et indifférent, mais Marcus ne broncha pas. Il continua de marcher, la tête légèrement relevée, le souffle plus calme, cette petite étincelle en lui brûlant un peu plus fort. Il ne le savait pas encore, mais ce jour, cet instant, allait tout changer. Car sous la surface de cette banale scène de tribunal, des forces étaient en action que Carter n'aurait jamais pu imaginer. Et le garçon dont il se moquait n'était pas un simple accusé, c'était quelqu'un que le système apprendrait bientôt à craindre. Le deuxième jour d'audience lui parut plus lourd, plus sombre, comme si l'air lui-même s'était épaissi autour de Marcus. Les néons bourdonnaient doucement au-dessus de sa tête, leur faible lueur n'adoucissant en rien la dureté de la pièce. Il s'assit de nouveau dans ses fers, l'acier lui mordant la peau, et écouta le procureur lire les chefs d'accusation d'une voix monocorde, faisant comme si c'était une affaire simple concernant un garçon qui avait franchi une ligne qu'il n'aurait pas dû franchir. Mais Marcus savait qu'il n'en était rien. Il ne s'agissait pas d'intrusion. Cela n'avait jamais été le cas. Il s'agissait d'un système qui le poursuivait depuis bien avant ce tribunal, construisant un récit brique par brique, déterminé à le transformer en quelqu'un qu'il n'était pas. Et tandis que les mots résonnaient dans la salle, il repensa à la façon dont tout avait commencé et à la minutie avec laquelle le piège avait été tendu. Des mois plus tôt, Marcus était adossé au mur devant le magasin du coin où il travaillait à temps partiel après l'école, écoutant de la musique sur son téléphone en attendant son service. C'était une soirée chaude, de celle où l'air sentait légèrement la pluie et l'asphalte, et il ne pensait à rien de plus sérieux que de finir ses devoirs plus tard dans la soirée. C'est alors qu'une voiture de patrouille s'est arrêtée. 2 policiers en sont sortis, mains sur leur ceinture, et l'ont accusé de flânerie. Il a expliqué calmement qu'il travaillait là, leur a même montré l'uniforme du magasin soigneusement plié dans son sac à dos, mais peu importe. Ils l'ont menotté sur le champ, l'ont poussé sur la banquette arrière et l'ont emmené en ville. L'accusation a été abandonnée quelques jours plus tard, le propriétaire du magasin s'est porté garant de lui.
mais l'arrestation est restée dans son casier judiciaire, une cicatrice qu'il n'a pas pu effacer. C'était le premier coup de feu d'une campagne dont il ignorait encore l'existence. L'accusation d'intrusion était pire. Cette fois, il s'agissait d'un sergent de police nommé Reynolds, un homme connu dans le quartier de Marcus pour cibler les jeunes hommes noirs sous les prétextes les plus futiles. Reynolds affirmait que Marcus avait été retrouvé sur un chantier privé, mais il n'y avait ni vidéo de surveillance, ni empreinte digitale, ni témoin, juste la parole de Reynolds. Marcus jura être rentré chez lui ce soir-là, aidant sa mère à réparer un robinet qui fuyait, mais cela n'empêcha pas l'accusation de tenir. Peu importait que les preuves fussent minces. Ce qui comptait, c'était que Marcus avait déjà été arrêté, même si elle avait été rejetée, et cela rendait l'accusation plausible aux yeux de ceux qui étaient déjà prêts à croire au pire. Au fil des semaines, Marcus commença à voir les choses en grand. Derrière les visages souriants et le langage juridique poli, des mains puissantes façonnaient l'issue. Le juge Wilkins, l'homme qui leva à peine les yeux de son banc sous les insultes de Carter, était connu pour ses dîners privés avec les dirigeants du syndicat de police, ce même syndicat qui s'était rallié à Reynolds chaque fois que son comportement était remis en question. Carter, l'huissier dont le rire résonnait aux oreilles de Marcus longtemps après sa sortie du tribunal, avait été verbalisé à 2 reprises pour insultes racistes et usage abusif de la force. Mais à chaque fois, le bureau du shérif l'avait protégé des conséquences réelles. Même le procureur, avec son calme et ses mots soigneusement choisis, avait des motivations cachées. Marcus avait entendu par hasard que son nom était lié à un promoteur immobilier connu pour racheter des maisons dans leur quartier et forcer les familles à partir. Éliminer les enfants à problème, comme Marcus facilitait le processus. Moins de plaintes, moins de résistance, plus de profit. Tout s'est mis en place comme les pièces d'un puzzle cruel. Le tribunal n'était pas seulement un lieu où la justice se rendait. C'était l'étape finale d'un plan soigneusement orchestré pour le chasser, le réduire au silence, prouver une histoire déjà écrite. Cette prise de conscience le brûlait, mêlée de colère et de désespoir. Il ne se battait pas seulement contre une accusation. Il combattait une machine. Même son propre avocat semblait avoir abandonné. L'avocat commis d'office lui parlait à peine en dehors des audiences, répondait rarement aux appels et paraissait épuisé à chaque rencontre. Il pressa Marcus d'accepter un arrangement, plaider coupable, purger une courte période de probation et passer à autre chose. C'était l'option la plus sûre, insistait-il, la moins douloureuse pour sortir d'un combat perdu d'avance. Mais Marcus n'en pouvait plus. Plaider coupable signifiait accepter leur version de lui, celle qu'ils avaient inventée, celle dont Carter se moquait et que Reynolds ciblait. Cela signifiait reconnaître qu'il était bien le garçon qu'il pensait être. Et Marcus n'était pas ce garçon. Il ne l'avait jamais été. L'accusation a exploité son avantage, présentant Marcus comme un récidiviste engagé sur une pente glissante vers des crimes plus graves. Elle a cité son accusation de flânerie, rejetée, comme preuve de schémas comportementaux, et s'est fortement appuyée sur le témoignage de Reynolds. Chaque fois que Marcus tentait de protester, son avocat le faisait taire d'une main sur son bras, murmurant que la colère ne ferait qu'empirer les choses. De l'autre côté de la pièce, Carter s'appuyait contre le mur, les bras croisés, l'air satisfait, comme s'il avait déjà décidé de la fin. Toute la scène semblait chorégraphier, une pièce où la culpabilité de Marcus était inéluctable et où chacun lisait son texte. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Marcus n'était pas aussi impuissant qu'il le paraissait. Il y avait des noms qu'il n'avait pas prononcés, des liens qu'il n'avait pas révélés. Son frère aîné, James, servait à l'étranger, au sein d'une unité qui avait combattu dans des endroits dont la plupart des gens ne lisent l'histoire que dans les gros titres. Et son père, un homme à qui Marcus n'avait pas parlé depuis des années, occupait une position que peu de personnes dans cette salle d'audience oseraient contester. Leur éloignement était complexe et douloureux, une blessure que Marcus touchait rarement, mais le lien subsistait, enfoui sous des années de silence. Au fond de lui, il savait que s'il comprenait ce qui se passait, s'il voyait jusqu'où le système allait l'écraser, il ne resterait pas les bras croisés. L'audience du jour s'est terminée par un nouveau retard de procédure, une autre petite victoire pour l'accusation. Alors que le juge rappelait la salle à l'ordre et frappait du marteau, Carter s'est placé aux côtés de Marcus. Il serrait le bras de Marcus avec une brutalité délibérée tandis qu'il le tirait sur ses pieds, son souffle chaud contre son oreille tandis qu'il riait en pensant que certaines personnes avaient leur place derrière les barreaux. Marcus ne répondit pas. Il se laissa guider dans le couloir sombre menant aux cellules de détention, chaque pas résonnant dans le silence. Le couloir était étroit,
sa peinture écaillée et ses néons bourdonnants lui donnaient plus l'impression d'un tunnel que d'un couloir. Il y avait une légère odeur de sueur et d'eau de javel, et la lourde porte d'acier devant lui grinça lorsque Carter l'ouvrit. À l'intérieur, Marcus était assis sur le banc de métal froid, fixant les fissures du sol en béton. Il entendait encore Carter rire intérieurement tandis qu'il verrouillait la porte et s'éloignait. Mais cette fois, Marcus ne baissa pas la tête ni ne ferma les yeux. Il leva les yeux et fixa le mur du fond, ses pensées plus vives que jamais. Il pensait savoir qui il était. Il pensait avoir retracé son histoire. Mais ils avaient tort. Il n'était pas fini. Il n'était pas brisé. Pas encore. Dans le silence de cette cellule de détention, Marcus murmura quelque chose si bas qu'il se perdit presque dans le bourdonnement de la lumière du plafond. Ses mots n'étaient ni criés ni hurlés. Il n'avait pas besoin de lettres. Il portait un poids qui résonnerait longtemps après que le son se soit estompé. Il murmura qu'ils allaient tous découvrir qui il était, et que ces mots reviendraient bientôt hanter chaque homme dans cette pièce. Une semaine plus tard, l'atmosphère dans la salle d'audience 3B semblait différente. Les mêmes murs en chêne poli, le même plafond haut, le même drapeau délavé accroché derrière le banc du juge. Pourtant, quelque chose avait changé dans l'air. Ce n'était plus la certitude suffisante d'un système fonctionnant en pilotage automatique. Il y avait maintenant de la tension, un léger bourdonnement sous la surface, comme si le bâtiment lui-même pressentait que l'histoire qu'il racontait était sur le point de changer. Marcus était assis à la table des accusés, vêtu des mêmes vêtements mal ajustés et des mêmes chaînes froides, mais le poids sur ses épaules n'était plus aussi écrasant. Quelque chose avait commencé à bouger au-delà de ces murs, une chose à laquelle aucun d'eux ne s'était préparé. L'accusation s'apprêtait à conclure sa plaidoirie. Ils avaient fait défiler des témoins faibles, brandi des rapports remplis de contradictions et répété le même récit encore et encore. Marcus était un fauteur de troubles, un récidiviste, un garçon en voie de ruine. Le jury avait à peine réagi. Le juge semblait indifférent, hochant la tête distraitement à chaque argument avancé. Carter était posté près du banc, adossé nonchalamment à la rambarde, l'ombre d'un sourire narquois encore aux lèvres. Il avait l'air d'un homme convaincu de sa victoire, un homme qui pensait que les prochaines heures se termineraient par l'incarcération de Marcus en centre de détention pour mineurs et l'oubli de son histoire. Mais alors, juste au moment où le procureur commençait à fermer son dossier, les doubles portes au fond de la salle d'audience s'ouvrirent avec un bruit sourd et sonore. Toutes les têtes se tournèrent. Deux hommes en uniforme sombre entrèrent, leurs chaussures cirées claquant sur le carrelage. Ils se déplaçaient avec l'autorité tranquille de ceux qui appartenaient à une toute autre sphère de pouvoir. L'un portait une fine mallette noire. L'autre tenait une enveloppe scellée. Ils s'approchèrent du tribunal sans un mot et tendirent l'enveloppe directement au juge Wilkins. Le juge fronça les sourcils en brisant le sceau. Il commença à lire, ses lèvres remuant d'abord silencieusement, puis s'immobilisant complètement. Une lente immobilité, étrange, se répandit sur son visage. Le masque confiant et détaché qu'il portait depuis des semaines commença à se fissurer, ses joues se décolorant tandis que ses yeux parcouraient la page encore et encore. Un murmure parcourut la salle d'audience. Même le procureur s'agita, mal à l'aise. Carter, qui s'était affalé comme un roi à contempler son tribunal, se redressa instinctivement. Les mots qui sortaient des lèvres du juge étaient faibles mais sans équivoque. Surveillance fédérale, ordre de transfert, contrôle interne. Le visage de Carter changea presque instantanément. Son arrogance disparut, remplacée par une expression crispée et incertaine qu'il ne pouvait dissimuler. Il se balança d'un pied sur l'autre, jetant un coup d'œil vers le fond de la salle, comme s'il cherchait une issue. Les murmures dans la galerie s'amplifièrent, et même l'avocat commis d'office de Marcus leva les yeux, indifférent. Quelque chose d'énorme se préparait, et personne dans cette salle, ni le juge, ni le procureur, et certainement pas Carter, ne l'avait vu venir. Tout a commencé avec le frère aîné de Marcus, le lieutenant James Cole. Il était rentré de mission 3 jours plus tôt, sa permission accordée dans des circonstances inhabituelles après avoir pris connaissance du cas de Marcus. James n'était pas un soldat ordinaire. Décoré pour sa bravoure et respecté par ses pairs, il avait passé des années à servir son pays dans des zones de guerre à des milliers de kilomètres. Lorsqu'il a vu les images de son petit frère enchaîné et moqué en audience publique, des images enregistrées sur le téléphone d'un spectateur et discrètement mises en ligne, quelque chose en lui a craqué. Il a déposé une plainte officielle auprès du ministère de la Justice, décrivant en détail un cas de partialité systémique,
de mauvaise conduite et de traitement illégal. Il a cité Carter nommément. Il a cité Reynolds, le sergent qui avait inventé l'accusation d'intrusion. Il a cité le juge lui-même. Mais James n'était pas le seul à avoir agi. La nouvelle du traitement infligé à Marcus était parvenue à quelqu'un d'autre, à qui Marcus n'avait pas parlé depuis près de 5 ans. Le général de brigade Nathaniel Cole s'était bâti une réputation qui s'étendait de Washington au Pentagone. Il était connu pour sa discipline, son intégrité et son refus de tolérer la corruption, aussi profondément enracinée fut-elle. Et lorsqu'il apprit que son fils avait été humilié et pris pour cible dans une salle d'audience sous le couvert de la justice, il n'hésita pas. Il contacta personnellement le bureau du procureur général de l'État et demanda une évaluation immédiate du personnel du palais de justice. Sa demande n'était pas une suggestion. C'était un ordre appuyé par une influence que peu oser contester. Les effets furent immédiats et dévastateurs pour ceux qui s'étaient autrefois sentis intouchables. Le dossier personnel de Carter, discrètement protégé par le bureau du shérif, devint soudain public. Les détails de ses précédentes sanctions disciplinaires pour comportement raciste firent la une des journaux du jour au lendemain. Les plaintes des accusés qui l'avaient maltraité, autrefois étouffé, refirent surface. Et le plus accablant, c'est que la vidéo où il raillait Marcus, le qualifiant de « prisonnier » et de « futur détenu », était devenue virale. Elle s'était propagée des réseaux sociaux à la presse nationale, déclenchant une vague d'indignation. Les commentateurs ont appelé à son renvoi. Des manifestants se sont rassemblés devant le palais de justice avec des pancartes exigeant des comptes. Ce qui avait commencé comme l'humiliation d'un jeune homme était devenu un débat national sur le racisme dans le système judiciaire. Le vent a tourné. Des journalistes ont tenté d'entrer dans la salle d'audience. Des manifestants scandaient des slogans devant les portes. Le nom de Marcus, autrefois prononcé uniquement par la police et les procureurs, était désormais omniprésent sur toutes les plateformes comme le symbole de quelque chose de bien plus grand que lui. Et Carter, qui avait autrefois arpenté la salle d'audience comme s'il en était le maître, parut soudain tout petit. Son regard se posa nerveusement sur Marcus, puis se détourna. Pour la première fois depuis le début du procès, il ne put soutenir le regard du jeune homme. Marcus ne détourna pas le regard. Il se tenait droit sur sa chaise, entravé mais inébranlé, et il croisa le regard de Carter avec une détermination calme et ferme qui ne l'avait jamais été auparavant. L'humiliation, les insultes, les rires, tout cela avait forgé en lui quelque chose de plus dur. Il n'était plus un adolescent effrayé. C'était un jeune homme qui avait appris que le pouvoir pouvait basculer, que même les murs les plus infranchissables pouvaient se fissurer si la lumière y pénétrait. Carter le regarda encore une seconde, et durant ce bref échange, l'équilibre entre eux changea à jamais. Le juge s'éclaircit la gorge et tenta de reprendre le contrôle de la salle, mais le tremblement de sa voix le trahit. Il lut à voix haute des extraits de la lettre, annonçant qu'une enquête fédérale avait été ouverte et que plusieurs membres du personnel du palais de justice étaient désormais mis en examen. Un hoquet s'éleva dans la galerie. Le procureur balbutia une objection qui resta lettre morte. Carter déglutit difficilement et recula de son banc, sa posture n'étant plus provocatrice mais défensive, comme s'il cherchait à se fondre dans le mur. Et puis, c'est arrivé. Juste au moment où Carter ouvrait la bouche, peut-être pour aboyer un ordre, peut-être pour s'emporter dans une ultime tentative de reprendre le contrôle. Les portes à 2 battants au fond de la salle d'audience s'ouvrirent à nouveau. Le son était plus fort cette fois, plus aigu, coupant le brouhaha des conversations et le bruissement des papiers. Un homme en costume sombre entra, tenant un autre document scellé. Le greffier s'empressa de le remettre au juge, et tandis que le juge Wilkins lisait, la salle tomba dans un silence absolu. La suite allait bouleverser le monde de Carter. L'audience finale se déroula comme jamais auparavant au palais de justice. Dès l'aube du soleil sur la façade en briques usées du palais de justice du comté de Jefferson, l'air environnant vibra d'une tension que chacun pouvait ressentir sans pouvoir la nommer. Les cases de télévision encombraient la rue, leurs antennes paraboliques pointées vers le ciel. Les journalistes se bousculaient pour se faire une place sur les marches du tribunal, parlant à bout de souffle devant les caméras d'une affaire qui avait pris une ampleur bien supérieure à une simple accusation d'intrusion. Les détecteurs de métaux sonnaient sans interruption tandis que les agents fédéraux parcouraient les couloirs, leurs costumes sombres et leurs écouteurs rappelant brutalement que le regard de la nation était désormais braqué. Dans la salle d'audience 3B, l'attente était pesante. Les bancs débordaient de spectateurs, dont beaucoup étaient venus non seulement pour voir la justice,
mais aussi pour voir comment le système réagirait lorsque ces failles seraient mises en lumière. Parmi eux se trouvaient des avocats spécialisés dans les droits civiques, des responsables associatifs et même d'anciens accusés qui s'étaient un jour retrouvés à la même place que Marcus. Certains brandissaient des pancartes exigeant des comptes. D'autres se contentaient d'observer en silence, le visage marqué par cet espoir las né de trop de déception. Au centre de tout cela se tenait Carter. Le même homme qui avait autrefois arpenté la salle d'audience avec une autorité suffisante se tenait maintenant devant les juges en grande tenue, les larges épaules carrées, mais les mains légèrement tremblantes. Fini le sourire narquois, le ricanement, la suffisance condescendante. Sa mâchoire était serrée, sa peau pâle, et son regard se porta vers la galerie où les caméras clignotaient comme des éclairs. Il avait été convoqué à cette audience non pas en tant qu'officier de justice, mais en tant qu'accusé, un homme dont les actes constituaient désormais des preuves dans une enquête fédérale en cours. Le juge Wilkins, lui aussi, ne ressemblait plus du tout à l'image imperturbable qu'il avait autrefois projetée. Le marteau, habituellement assuré, qui imposait le silence, reposait maintenant mollement dans sa main. Derrière lui, le sceau du tribunal d'État était toujours accroché, mais aujourd'hui, il ressemblait davantage à une relique d'une époque qui touchait à sa fin. Des enquêteurs fédéraux étaient alignés le long du mur du fond, leurs bloc-notes prêts, l'expression indéchiffrable. Ils n'étaient pas là pour observer, ils étaient là pour s'assurer que l'institution même dans laquelle ils se trouvaient réponde de ses manquements. Marcus était assis près du fond de la galerie, libéré pour la première fois depuis le début de l'épreuve. Il portait une simple chemise à col et un pantalon, sa posture était calme mais ferme. À côté de lui était assis le lieutenant James Cole, son frère aîné, vêtu d'un treillis militaire, irradiant l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait vu la guerre et compris la justice à un niveau plus profond. De l'autre côté de Marcus se tenait le général de brigade Nathaniel Cole, le père à qui il n'avait pas parlé depuis des années, dont la seule présence semblait modifier l'atmosphère de la pièce. La distance qui séparait autrefois père et fils semblait désormais insignifiante comparée à l'injustice qu'ils s'étaient unis pour affronter. L'audience commença par la lecture de l'ordonnance scellée, un instant qui figea la salle d'audience dans un silence absolu. Un greffier s'avança et brisa le seau de cire, dépliant le document officiel avec un soin délibéré. La voix du juge trembla légèrement lorsqu'il le lut à voix haute. Carter, l'huissier dont les moqueries et la cruauté étaient devenus le symbole de tous les maux du palais de justice, était muté dans un centre de détention isolé en attendant une enquête approfondie sur sa conduite. Avec effet immédiat, il était démis de ses fonctions au tribunal et suspendu sans solde. Un silence abattit sur la pièce tandis que le poids de ses mots s'installait. Le visage de Carter prit une teinte craie. Il fixait droit devant lui, comme s'il espérait qu'en refusant de réagir, il pourrait faire comme si de rien n'était point, mais l'ordre ne s'arrêta pas là. Le nom du juge Wilkins apparut ensuite. Avec effet immédiat, il fut suspendu pour une durée indéterminée dans l'attente d'un examen pour manquement à l'éthique et possible collusion. Des murmures parcoururent la salle d'audience comme le vent dans les feuilles mortes. L'homme qui avait laissé la cruauté de Carter se déployer sans contrôle, qui avait présidé d'innombrables procès biaisés, était maintenant contraint de répondre de ses choix. Et avant que quiconque puisse pleinement assimiler cette révélation, le procureur se leva, remit une lettre de démission et quitta la salle d'audience sans un mot. C'était un aveu de défaite silencieux, la reconnaissance définitive que le vent avait tourné. Pendant tout ce temps, Marcus resta immobile, le regard fixé sur l'homme qui avait autrefois arraché ses chaînes et l'avait appelé « garçon », comme si ce mot était une arme. Carter évitait de le regarder, la mâchoire serrée si fort qu'elle semblait douloureuse. Mais finalement, inévitablement, leurs regards se croisèrent, et dans ce bref instant électrique, la dynamique de pouvoir qui avait défini leur relation vola en éclats. Carter n'avait plus d'autorité sur Marcus. Il se tenait désormais sous lui, dépouillé de l'illusion de contrôle qu'il avait exercée avec tant d'insouciance. Un huissier d'un autre service s'approcha de Carter et lui fit signe de partir. Des pas résonnèrent dans la salle d'audience tandis que Carter marchait lentement, presque machinalement, vers la sortie. Mais juste avant de franchir le seuil, il s'arrêta net. Le silence régnait dans la salle, un silence qui rend chaque battement de cœur plus fort. Puis, à la stupeur générale, Carter se tourna vers Marcus. Sa main se porta à son front avec raideur, en un salut réticent. Ce n'était pas un geste d'excuse, pas tout à fait, mais quelque chose de plus lourd.
Une reconnaissance amère que le garçon dont il s'était moqué appartenait à une famille qui dépassait toute sa hiérarchie, une famille dont l'influence et l'honneur éclipsaient la cruauté mesquine dont il avait fait preuve autrefois. Les flashs des appareils photo crépitaient furieusement, capturant l'image qui allait faire la une des journaux et des journaux télévisés à travers le pays. Carter, déchu de son autorité, saluant le jeune homme qu'il avait autrefois humilié. Pour Marcus, ce n'était pas un triomphe qu'il ressentait à cet instant. C'était quelque chose de plus profond et de plus silencieux. La certitude inébranlable que la justice, même si elle tardait, était enfin arrivée. Alors que Carter était emmené et que les lourdes portes du tribunal se refermaient derrière lui, le charme se rompit. Les journalistes se ruèrent sur Marcus, micro tendu, les questions se bousculant sur ce qu'il ressentait, ce que cela signifiait, la suite des événements. Mais Marcus ne s'arrêta pas pour répondre. Il se contenta de rester debout, échangea un regard avec son frère et son père, et marcha calmement vers la sortie. Le couloir, plus loin, était encombré de caméras et de flashs, mais le bruit autour de lui semblait lointain et assourdi. Chaque pas qu'il faisait en s'éloignant de la salle d'audience lui donnait l'impression de se débarrasser d'un poids qu'il portait depuis bien trop longtemps. Lorsqu'il sortit enfin dans la fraîcheur de l'après-midi, la foule dehors éclata d'acclamations. Certains crièrent son nom. D'autres applaudissaient simplement à son passage, le visage rayonnant de fierté et de justification. Marcus leva la tête et contempla l'ensemble. Le palais de justice, autrefois une cage, était désormais derrière lui, la rue devant lui. Il était entré en tant qu'accusé, enchaîné et humilié. Il en ressortait bien plus grand. Plus qu'une simple victime, Marcus Cole était devenu un symbole de résilience, de prise de conscience, d'un système contraint d'affronter sa propre corruption. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle. La moquerie s'estompe, mais la justice n'oublie jamais. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est une œuvre de fiction. Elle a été créée pour exposer les dures réalités des préjugés raciaux, des abus de pouvoir des fonctionnaires de justice et du profond manque de respect auquel sont confrontés les jeunes marginalisés au sein du système judiciaire. Ce récit vise à susciter une réaction forte, à inspirer le dialogue sur l'injustice systémique et à souligner l'impérieuse nécessité de dignité et d'équité pour tous.